Il entre ici sans prouver ni justifier son propos. Depuis quelque temps déjà, la philosophie a reçu en partage une tâche nouvelle, celle de diagnostiquer. Reconnaître à quelques marques sensibles ce qui se passe. Dire ce qui se donne à voir dans ce qu'on voit tous les jours. Mettre en lumière l'heure grise où nous sommes. Faire surgir, sous le chaos des circonstances, une signification. Diagnostiquer, c'est prophétiser l'instinct. Et dans la majorité des cultures, le médecin et le prêtre ne sont guère éloignés. L'un écoute une autre parole à partir de laquelle la vie prend sens. L'autre devine l'intérieur du corps dans le but de soigner. Mais les diagnostics du prêtre ou du médecin ne sont pas celui du philosophe qui ni ne soigne, ni ne sauve. Désormais, le philosophe doit savoir qu'il n'a pas reçu pour mission de guérir. Il ne lui appartient ni d'améliorer les choses, ni d'apaiser les cris, ni de réconcilier. Médecin sans remède, prêtre sans Dieu. Le philosophe doit dire tout simplement ce qu'il y a, sans recul, ni distance. Il ne parle ni d'un au-dessus, ni d'un en dessous, ni d'un passé révolu ou d'un futur postulé. Il parle de l'instant, dans l'instant, juché sur l'écume des choses. Il y a là, ici et à présent, quelqu'un qui va se mettre à parler parce que quelque chose, là, maintenant, peut être dit qui ne fut jamais dit et qui, là, maintenant, doit se dire. Moment à partir duquel un homme doit parler. Colorado, 1996. La question des origines de la crise écologique et du mépris évident de la civilisation moderne pour les besoins du monde naturel a déjà suscité de diverses réponses de la part des philosophes. Il y a ceux qui soutiennent qu'une relation à la nature, généralement de l'ordre de l'exploitation, fait partie intégrante de l'être humain. Et que donc, dès le début, l'espèce humaine a été en guerre avec les autres organismes et la Terre. D'autres en sont venus à reconnaître que les cultures indigènes, établies de longue date, manifestent souvent une solidarité remarquable avec les terres qu'elles habitent, font preuve d'un respect fondamental, voire de révérence envers les autres espèces qui résident sur ces terres. De telles cultures semblent avoir maintenu, durant de longues périodes, une relation équilibrée avec leur écologie locale, prélevant de la terre ce qui leur était nécessaire, sans atteindre sérieusement ses capacités de récupération. La fécondité et la prospère diversité du continent nord-américain ont mené les explorateurs européens à parler de cette terre comme d'un état premier de la nature, sauvage et indompté, alors même que ce continent avait été habité de manière continue par les cultures humaines depuis au moins 10 000 ans. Que ces peuples indigènes aient pu cueillir, chasser, pêcher et habiter ces terres pendant un laps de temps aussi long, sans dégrader la sauvage intégrité du continent, suffit à réfuter l'idée que les humains sont de manière innée voués à ravager leur environnement naturel. Mais, en quelques siècles de colonisation européenne, une grande partie de la richesse native du continent a été perdue. Ces vastes populations animales décimées, ces plaines et ces forêts surexploitées,
ses sols fertiles épuisés, ses eaux claires et tumultueuses empoisonnées. Il est clair que le mépris de la civilisation européenne envers le monde naturel et ses besoins a été encouragé par une culture qui déprécie la réalité sensible, dénigre l'ordre visible et tangible des choses, au nom d'une sorte d'absolu censé exister au-delà, en dehors du monde corporel. Certains philosophes et historiens ont conclu que les traditions juives et chrétiennes, avec leurs dieux éthérés, sont les premières responsables de cette attitude négligente envers la terre environnante. Et ils citent comme preuve l'injonction du Dieu hébreu: croissez et multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. En revanche, d'autres penseurs, à la recherche des racines de notre mépris pour la nature, se sont tournés vers les origines grecques de notre tradition philosophique et vers l'Athènes de Socrate et de Platon. Ils ont pointé du doigt la disqualification philosophique des formes sensibles et changeantes du monde par Platon, leur assimilation à de simples simulacres des idées pures et éternelles existant dans un royaume non sensible, au-delà du monde des apparences, ce qui a fortement contribué à la méfiance de la civilisation occidentale envers l'expérience corporelle et nous a amenés à devenir étrangers au monde non humain qui nous entoure. Les anciens Hébreux d'un côté, les anciens Grecs de l'autre, sont donc, sur des modes divers, accusés d'avoir produit le contexte mental qui a encouragé notre civilisation à abuser de la nature non humaine. Chacune de ces deux anciennes cultures semble avoir semé les graines de notre éloignement contemporain, l'une prétendant établir la supériorité spirituelle du genre humain sur la nature, l'autre effectuant une dissociation philosophique ou rationnelle entre intellect humain et le monde organique. Bien avant que ces deux traditions ne se rencontrent dans le Nouveau Testament chrétien, la religion hébraïque et la philosophie hellénistique partageaient déjà une même distance intellectuelle envers l'environnement non humain. Pourtant, nées chacune d'antécédents spécifiques, sur un territoire géographique et en des temps historiques propres, étaient à tout point de vue complètement différentes. Sauf un. Toutes deux ont été, dès le départ, profondément influencées par l'écrit. Toutes deux ont fait usage de cette étrange et puissante technologie que nous nommons de nos jours l'alphabet. Pourtant, l'écriture ne nous vouait pas inéluctablement à nous éloigner de la nature. Le langage humain ne s'engendre pas uniquement au sein de la communauté humaine, mais aussi dans la relation et l'action réciproque entre humains et monde plus qu'humain. Le milieu terrestre où nous vivons et dont nous dépendons pour tout ce qui nous nourrit est traversé de dessins évocateurs et de traces. Depuis la calligraphie sinueuse des rivières,
s'insinuant à travers les terres, marquant de canyons le sol desséché du désert, jusqu'à la noire entaille inscrite par la foudre sur le tronc du vieil orbe, le vol, changeant des oiseaux, écriture cursive s'écrivant dans le vent, et les insectes, transformant les feuilles qu'ils consomment en étranges hiéroglyphes. Nous lisons aujourd'hui des mots imprimés, comme les chasseurs tribaux lisaient naguère les empreintes du cerf, de l'élan et de l'ours, imprimées sur le sol de la forêt. Pendant plus d'1 million d'années, l'existence de l'humanité a dépendu de l'acuité de tels chasseurs, de leur habilité à lire des traces. Un peu d'excréments ici, une brindille cassée là. Les lettres que je lis à travers la page, les éraflures et les formes sur lesquelles je me concentre maintenant et qui s'estompent au fur et à mesure que je les parcours, ne sont pas très différentes des empreintes des proies qui marquent la neige. Nous lisons dans nos livres grâce à des organes perfectionnés pendant des millénaires par nos ancêtres tribaux, passant instinctivement d'une lettre à l'autre, sautant de mot en mot, retrouvant la piste chaque fois qu'elle s'interrompt. À l'évidence, nos premiers écrits ont été nos propres traces, la marque de nos pas, l'empreinte de nos mains, boue ou cendre, pressées à même la roche. Plus tard, peut-être, nous avons découvert qu'en copiant les empreintes et les éraflures d'autres animaux, nous pouvons gagner un pouvoir. Se trouvait un moyen de s'identifier à l'autre animal, de s'emparer de sa magie expressive, connaître les lieux où il se tient, de l'attirer au plus proche, de le faire apparaître, calquer l'impression laissée par le corps d'un cerf dans la neige, transférer ce contour sur la paroi d'une caverne. Les premiers systèmes d'écriture restent liés au mystère d'un monde plus qu'humain. Les pétroglyphes de l'Amérique du Nord précolombienne abondent d'images, de proies, de nuages chargés de pluie, d'éclairs, d'aigles et de serpents, d'empreintes de pattes d'ours sur les rochers, les parois des canyons et les cavernes. Ces figures mêlent formes humaines, en partie autres. Dans un système pictographique tel que les hiéroglyphes égyptiens, des images stylisées d'humains et d'outils humains coexistent toujours avec celles de plantes, d'oiseaux de différentes sortes, de serpents, de félins. Dès le XVe siècle avant notre ère, en Chine et en Amérique centrale, des idéogrammes apparaissent, caractère pictural qui, souvent, ne se réfère pas à l'entité visible, mais à une qualité qu'il est facile d'associer à cette entité. L'image stylisée d'un jaguar, dont les pattes ne touchent pas terre, peut signifier vitesse. L'image du soleil et de la lune réunis signifie clarté. L'image du soleil se levant derrière un arbre signifie est. Ces glyphes, qui constituent la majeure partie de ces écritures anciennes, rappellent continuellement au corps lisant qu'il fait partie d'un champ de signification plus qu'humaine. Mais même une multitude de pictogrammes et d'idéogrammes ne peut suffire pour certaines expressions pour lesquelles manque une association visuelle précise. Prenons par exemple le mot anglais « believe ». Comment pourrions-nous signifier ce terme sur un mode pictographique ou idéographique? L'image d'un monstre fantasmagorique, celle d'une personne en prière, mais un tel idéogramme ne communiquerait pas le terme de manière aussi évidente que l'image d'un bourdon, bi, et celui d'une feuille, leaf. En d'autres termes, nous aurions recours à un jeu de mots visuels associant des images de choses qui n'ont pas de rapport direct avec la croyance, mais qui produisent le même son,
Avec les rébus, un signe pictural est utilisé pour évoquer un son particulier à la voix humaine plutôt qu'une référence extérieure à ce son. Le rébus, parce qu'il concentre l'attention sur le son d'un nom et non sur la chose nommée, ouvre la possibilité lointaine d'une écriture phonétique, une écriture qui transcrirait la voix plutôt que son intention ou sa signification extérieure. Dès lors, des syllabaires peuvent apparaître où chaque syllabe son possède sa propre notation, son propre caractère écrit. C'est cette innovation qui permet l'essor de l'alphabet. Et elle est le fait de scribes sémites aux environs de 1500 avant notre ère. Ils se sont rendus compte qu'à peu près toutes les syllabes de leur langue étaient composées d'un ou de plusieurs éléments consonants, silencieux, puis un élément de souffle sonore que nous appellerions aujourd'hui voyelle. Les éléments consonants silencieux fournissent la structure corporelle à travers laquelle le souffle sonore doit passer. L'aleph bête, sémite, a donc fixé un caractère ou lettre pour chaque consonne du langage, tandis que les voyelles, nécessaires pour donner vie aux consonnes écrites, sont choisies par le lecteur selon le contexte écrit. Par cette innovation, on réduit à 22 le nombre de caractères nécessaires à la composition d'un texte écrit. Avec cette invention technique, une nouvelle distance se creuse entre la culture humaine et le reste de la nature. Les caractères écrits ne nous renvoient plus aux phénomènes sensibles du monde, mais seulement à un geste que doit accomplir la bouche humaine. L'attention se déplace des références au monde extérieur vers la forme de l'expression elle-même. Une association directe s'établit entre le signe pictural et le geste vocal, court-circuitant pour la première fois la chose représentée. Les paroles humaines sont désormais suscitées de manière directe par des signes produits par les humains. Le monde de la vie, plus qu'humain, ne fait plus partie de la sémiotique, il n'est plus une partie indispensable du système. Mais est-ce tout à fait le cas? Lorsque nous examinons l'alphabet sémitique, nous repérons facilement son héritage pictographique. Aleph, la première lettre, est aussi le mot hébreu pour bœuf. La forme de la lettre était une tête de bœuf avec ses cornes renversées, elle devient notre lettre A. Même est le mot hébreu pour O, qui était écrite comme une série de vagues. La lettre, qui est devenue plus tard notre M. Aïn, qui veut dire œil en hébreu, était écrite comme un cercle, l'image d'un œil, qui est devenu notre O. Mais ces liens à d'autres animaux, à des éléments naturels comme l'eau et les vagues, sont bien plus ténus que dans les écritures plus anciennes. Ces traces de nature sensible ne subsistent dans la nouvelle écriture que comme vestiges du passé. Les animaux, les plantes, le soleil, la lune, les étoiles, les vagues commencent à perdre leur voix propre. Et dans la Genèse, ce sont les hommes qui donnent un nom aux animaux, et non plus eux qui donnent forme à nos mots. Le langage est devenu un don purement humain, un pouvoir proprement humain, et c'est avec le transfert de l'écriture phonétique à la Grèce et la transformation de l'alphabet sémitique en alphabet grec que la séparation atteint une forme d'achèvement.
j'aime à m'instruire. Or, les champs et les arbres ne veulent rien m'apprendre. C'est ce qu'affirme Socrate au début du Phèdre. Sans vouloir refaire ici le procès de Socrate, comment concilier cette affirmation avec la Grèce que nous avons appris à connaître à travers les chants épiques d'Homère? Dans les chants homériques, partout, le paysage est porteur de signes et de présages qui guident les êtres humains dans leur entreprise. Les dieux parlent à travers les formes des nuages, des vagues et le vol des oiseaux. Zeus éveille des tempêtes, fait retentir le tonnerre, envoie des aigles par-dessus la tête des hommes. Athéna prend la forme d'un aigle, fait lever un vent pour gonfler la voile d'un navire. Protée, ce vieillard de la mer, se métamorphose en n'importe quelle bête et en un feu ardent ou en l'eau même. Poséidon, dieu à la crinière bleue, fait trembler les îles. Même la belle aurore aux doigts de rose est vivante. Les émotions humaines ne sont pas distinctes des humeurs changeantes de la terre. Le sentiment d'une armée soulagée est rendu palpable par la description de lourds nuages qui se dispersent. L'angoisse de Nestor est comparée à la mer qui s'assombrit avant la tempête. La joie et l'apaisement de Pénélope, recevant des nouvelles de son mari, sont décrits comme la fonte des neiges des hauts sommets quand soufflent les vents chauds du printemps, transformant l'eau gelée en torrents qui cascadent le long des pentes. Quand Ulysse, à moitié noyé par la divine colère de Poséidon et risquant de s'écraser sur les côtes rocheuses de Phéacie, distingue l'embouchure d'un fleuve calme entre les falaises, il s'adresse à l'esprit de ce fleuve, le priant d'avoir pitié et de lui donner refuge. Alors, la marée s'inverse et le fleuve l'entraîne vers la sécurité. Nous avons ici une terre partout vivante et éveillée, animée d'une multitude de forces capricieuses, parfois vindicatives, parfois tendres, mais toujours sensibles aux situations humaines. La terre parle encore. Les récits épiques d'Homère, dont la version écrite date du 7e siècle avant notre ère, sont des créations transmises oralement et qui ont été chantées et chantées encore, se modifiant et se complexifiant. Homère, en tant que barde ou rhapsode, du grec rhapsodein, coudre des chants les uns avec les autres, a improvisé la forme précise de ses poèmes en cousant une tapisserie orale à partir d'un vaste fond d'épithètes mémorisées et de phrases formules. L'on remarque tout au long du poème des expressions stéréotypées comme « la mer vineuse »,« alors répondit le prudent Ulysse » ou encore « lorsque l'aurore étend ses doigts de rose ». Une étude approfondie a révélé que les chants sont composés presque entièrement de telles expressions. 27 000 hexamètres, 29 000 répétitions de formules de 2 mots ou plus. Les cultures orales ne peuvent conserver des connaissances qu'en les répétant régulièrement. Les savoirs pratiques sont intégrés dans des formules verbales, faciles à se remémorer, dans des prières, des proverbes, légendes, mythes, régulièrement répétés. De telles phrases, pulsées, rythmées, sont plus faciles à assimiler pour le corps. Une pomme par jour en forme toujours. Plus facile à retenir qu'on devrait manger des pommes tous les jours afin de rester en bonne santé. Que représente donc ici Socrate, qui ne sait entendre ce que les champs et les arbres ont à lui dire? L'alphabet grec fut inventé, ou plutôt adapté, de l'alphabet sémitique autour du 8e siècle avant notre ère. Cette nouvelle technique se répand lentement à travers la Grèce, rencontrant une résistance remarquable au sein de cette culture orale hautement développée et ritualisée. Et ce n'est qu'au début du IVe siècle que l'écriture s'impose du vivant de Platon. Les philosophes occidentaux
n'ont pas prêté beaucoup attention à la signification de cette conjonction. Platon, l'alphabétisé, et son maître, Socrate, qui ne l'est presque pas, ce sont eux qui ont développé et mis en œuvre les structures de pensée collective propres à cette nouvelle technologie. Eux qui nous ont fait passer d'une conscience sensuelle, mimétique, profondément incarnée, propre à l'oralité, à un mode de pensée plus détaché, abstrait, qu'engendre le savoir alphabétique. Les grands philosophes sont des inventeurs de questions. Et Platon, le plus grand d'entre eux, hélas, invente la question « qu'est-ce que ?» C'est la stratégie de Socrate, de toujours demander à ses interlocuteurs de s'expliquer, de définir ce qu'ils disent. Eux qui, le plus souvent, s'expriment en formules mémorisées, de nature poétique ou proverbiale, donnant un exemple vivant. En demandant à celui qui a parlé de s'expliquer ou de répéter en termes différents, Socrate force ses interlocuteurs à se séparer pour la première fois de leurs propres mots, faits de formules et de recettes toutes faites que leur fournissaient histoires, légendes et mythes répétés de façon régulière. Socrate interrompt tout cela en demandant sans cesse de répéter et d'expliquer avec d'autres mots. Il force ses interlocuteurs à sortir de leur transe mnémonique. Socrate stupéfie ceux qui l'écoutent. Et il n'est pas étonnant que certains Athéniens se soient plaints. Avant l'écriture, vertu, justice et tempérance étaient des situations, des récits et des personnages qui, une fois dits, retournaient au silence, sans qu'aucune trace permanente ne les rappelle au sens. Une fois fixés par l'écrit, vertu, justice et tempérance gagnent en autonomie et une permanence inconnue jusqu'ici, forme immuable, visible, indépendante des énonciateurs, des situations et des individus. Ce que rend possible l'alphabet, c'est la croyance en les mots, comme image la plus fidèle d'une essence fixe et immuable. À côté des différentes et sinueuses rivières que l'on voit et que l'on traverse dans le monde, il faut maintenant compter avec la rivière, que ni l'on ne voit, ni l'on ne traverse, mais que l'on pense en la voyant écrite, la rivière en elle-même. Les lettres de l'alphabet, comme les idées platoniciennes, n'existent pas dans le monde. Les lettres et les mots écrits échappent au processus de croissance et de corruption. À la pluie qui tombe, ils planent dans une autre dimension dans laquelle ils nous entraînent. La capacité de voir ses propres mots après les avoir écrits, de pouvoir dialoguer avec eux, d'y revenir, rend possible une autonomie et une indépendance. Le moi lettré, sans sa propre transcendance, au sein d'un monde fugace, conscience nouvelle, réflexive, que Socrate nomme psyché, et qui
qui est enfermé dans le corps comme dans une prison. Aspect de soi qui se perfectionne et s'affermit lorsqu'on se détourne du monde, afin de contempler les idées intelligibles, formes pures et éternelles qui seules existent vraiment, les mots. Platon voit dans le mot le principe d'unité de la pluralité. La multiplicité des choses est, par le langage, réduite à l'unité d'un nom, dont le sens est indépendant des particularités matérielles qu'il désigne. Il s'agit de fondre la diversité du réel en suivant une méthode d'épuration, de purification, comparable à la technique métallurgique d'extraction de l'or, qui fond les corps en une seule coulée, en élimine les scories, en sépare le métal précieux et l'isole à l'état pur. Les idéalités sont obtenues par leur déliaison de tout ancrage corporel et terrestre. L'œuvre de Platon est un travail démiurgique sur le langage. Il opère la plus prodigieuse alchimie du verbe qui ne fut jamais. Son grande œuvre est la distillation et la sublimation du mot pour en extraire la quintessence, l'idéalité pure. Le mot ne désigne plus la multiplicité particulière et concrète des choses, mais l'unité d'une signification qui ne renvoie plus qu'à elle-même et ne dit finalement que l'absentement de tout le reste. Tout l'effort de Platon consiste à faire du langage un socle de stabilité dans le flux et le tourbillon du sensible, un cloître arc-bouté contre le néant, retraite monacale que revendique Socrate dans le Phénon, trouver refuge à l'intérieur des discours. C'est pourquoi l'installation à demeure dans l'élément du langage impose aussitôt une science pour se guider à travers les discours, tout comme nos ancêtres se guidaient à travers les forêts. Une science dialectique qui permet de voir une idée unique à travers la multiplicité des formes. Une science qui, par le langage, accède à l'idée de l'être. Le langage devient le lieu de ce qui est, tandis que la diversité sensible est renvoyée au non-étant, en même temps qu'à l'indicible. L'univers tout entier est une illusion, un vide immense, prétexte de toutes les idées. Le monde est délesté de toute consistance ontologique au profit d'un milieu invisible, atopique, de forme pure. Sécession, séparation entre la vie des hommes, en chair et en os, campés sur la terre, solide et bien ronde, et un lieu métaphysique, composé d'idéalités, qui acquièrent aussitôt le statut d'idéaux. L'idéalité, ce n'est pas seulement ce qu'elle est aussi ce qu'elle devrait être pour être pleinement elle-même, ce qu'elle doit être. Les idées et leur ribambelle de mots deviennent prescriptives, normatives. Une fois réfugiés dans la citadelle du langage, sur l'acropole du logos, reste à pacifier la guerre civile entre les mots en les soumettant eux-mêmes à un principe d'ordre. Les idées elles-mêmes sont multiples et le milieu des idéalités doit lui-même se fonder sur un principe d'unité que la déliaison avec tout ancrage terrestre ne peut que localiser dans un lieu céleste, au-delà de l'être. L'un, idée suprême,
qui comprend en elle toutes les idées. L'un qui prescrit à chaque chose ce qu'elle doit être pour être ce qu'elle est. L'un, principe du devoir-être situé au-dessus de l'être et mesure de toute chose, que Platon nomme finalement Dieu. L'idée suprême porte son pouvoir souverain, non seulement sur tout ce qui est, mais aussi ce qui sera, règne par sa capacité programmatique de mise en ordre. Elle est providence, en fondant la rationalité sur idée, placée au-dessus de tout, et devenue principe unique de la totalité. Platon définit la métaphysique comme une idéologie. L'objectif de Platon est prioritairement politique. Surmonter la crise de la cité, devenue démocratique, et y restaurer la hiérarchie. Pour cela, il élabore le paradigme de l'État, propose le modèle de la Constitution comme principe du gouvernement de la communauté, véritable coup d'État idéocratique qui proclame la souveraineté de l'idée, de l'intellect, de la raison sur toutes les autres formes de gouvernement. La loi n'est plus l'expression d'une volonté de la communauté, ni la volonté personnelle d'un homme, elle est l'expression directe de l'esprit. Mais comment l'idée, l'intellect, peuvent gouverner les sociétés? Platon y répond par la formation d'une élite de dirigeants qui ne seront que serviteurs de la loi, minorité de professionnels caractérisés par leur capacité à diriger leur regard vers une idée unique et exerceront la souveraineté au nom de cette idée. Théoriciens, dialecticiens, idéologues, que Platon nomme philosophes. Élite qui a le monopole de la vérité et au nom de laquelle elle censure et s'octroie le droit de mentir pour tromper dans l'intérêt de la cité. Aucune loi n'a une puissance supérieure à cette science, et l'État, selon le paradigme divin, fait de cette science la seule légitimité du pouvoir. La politique devient métaphysique et prend la forme d'une technique de régulation logistique par laquelle l'un gouverne tout. Et c'est l'écriture alphabétique, par la publicité qu'elle donne à la loi écrite, qui ouvre et configure l'espace commun de la cité dans laquelle nous avons évolué jusqu'à il y a peu de temps. Cette raison graphique qui fonda tout à la fois la politique et la philosophie. De nos jours, l'avènement de l'informatique est une rupture de même envergure qui substitue à la raison graphique une raison numérique. Dans un projet de préface à sa science universelle de 1679, Leibniz affirme que, selon la tradition, Dieu a fait toutes choses par le poids, la mesure et le nombre. Il est pourtant des choses qu'on ne peut peser, il en est qui sont dépourvues de partie et n'admettent donc pas de mesure, mais il n'est rien qui ne souffre le nombre. Ainsi est-il la figure métaphysique et l'arithmétique de l'univers, propre à explorer la puissance de toutes les choses. Métaphysique, mathématisée, qui ramène absolument tout à des nombres et toute science
au calcul. Il s'agit par là d'éliminer toute erreur humaine par automatisation des procédures en substituant le calcul à la discussion. Notre méthode, dit encore Leibniz, épargne l'esprit et l'imagination dont il faut ménager l'usage. Elle nous fait raisonner à peu de frais en mettant des caractères à la place des choses pour désembarrasser l'imagination. Le projet de la métaphysique, de la mathématique universelle, est celui d'un calcul universel qui universalise le nombre comme détermination numérique de la réalité et formalise entièrement le raisonnement par une écriture universelle. Pour sa mise en œuvre, Leibniz a conçu le projet du calculus ratiocinator, machine logique, algorithmique, susceptible d'opérer des démonstrations dans des débats préalablement réduits à une langue numérique qui serait la langue de la raison. Ce projet radical de simplification maximale des procédures de décision a conduit Leibniz à élaborer une arithmétique binaire en laquelle les nombres sont réduits aux plus simples principes comme 0 et 1. De son arithmétique binaire, il tire des conclusions métaphysiques puisqu'il est possible de concevoir la création ex nihilo par Dieu comme un rapport de l'un au néant, du 1 au 0. Pendant que Dieu calcule et exerce sa pensée, le monde se fait. Dieu est un supercalculateur, dont la puissance est telle qu'il a tout calculé par prévision et préordination, c'est-à-dire par providence, programmation d'une machine logique par son concepteur. La métaphysique leibnizienne relève de part en part de la raison numérique et rompt avec la raison graphique. Elle ne prend plus la forme d'un livre, mais celle d'un algorithme universel. En elle, le logos est devenu logiciel. Leibniz est le penseur de l'hégémonie cybernétique, de l'universel ordinateur. L'invention de l'informatique, dans les années 1940, est le fait de mathématiciens. Alan Turing élabore un modèle formel de la machine universelle, puis John von Neumann lui adjoint l'usage du code binaire, qui permet de coder n'importe quel type de données. L'ordinateur se définit par un logiciel, software, machine idéale et formelle, faite d'algorithmes et de suites numériques qui peut ensuite et indéfiniment être implémentée dans divers supports matériels, hardware. En cela, un ordinateur est une entité métaphysique, à la fois sensible et intelligible, où c'est la forme qui est essentielle. Avec la prolifération contemporaine des ordinateurs et des écrans, c'est donc tout un univers d'idéalité numérique qui s'est ajouté au monde, un univers intelligible dont le métavers, que cherche à construire Meta, explicite le statut métaphysique. Cette multiplicité d'unités métaphysiques est indissociable d'une mise en réseau qui n'a pas de centre, ou plutôt comme le dieu de la théologie médiévale, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Cette pluralité de serveurs n'est que le support matériel d'un univers logiciel défini par la numérisation et qui ne trouve son unité fondamentale que dans le code numérique. Le réseau constitue en cela un milieu formel et idéal, utopique et atopique, dont les sites, définis par des adresses numériques, sont partout et nulle part. Il est le lieu intelligible, platonicien, devenu métastructure réelle. Cet espace intelligible se manifeste à nous sous la forme d'un spectacle et permet d'accomplir l'idéal
de la vie contemplative, celle d'un spectateur ainsi fainéant. Et comme l'a compris Guy Debord, le spectacle est l'héritier de toute la faiblesse du projet philosophique occidental, qui conçut l'activité suprême par l'action de voir, théoria. Le spectacle se fonde sur le déploiement de la rationalité technique qui est issue de cette pensée. Mais disons-le, il ne réalise pas la philosophie, il philosophise la réalité. Et c'est notre vie concrète qui se dégrade en un univers purement spéculatif. L'invention de l'interface graphique dans les années 70 par Steve Jobs et Bill Gates a eu pour fonction et pour effet de dissimuler toujours plus la complexité des opérations numériques derrière des interfaces intuitives, proposant ainsi à chaque individu un environnement convivial, toujours mieux profilé et individualisé, produisant toujours plus de User Profile Information ou data données. Le réseau n'est ni un outil, ni une mécanique. Il n'est pas en attente d'un usager qui le prendrait en main. Il fonctionne constamment, somnambuliquement, à tout instant, du jour et de la nuit, partout et nulle part. Il vit sa vie propre. Et cette vie est celle de la banque, à calculer vivante, où tous les nombres se calculent d'eux-mêmes. Si l'univers numérique se manifeste comme spectacle, sa réalité est l'informatique et son principe le logiciel. L'avènement de l'ordinateur est un événement politique en ce qu'il permet à l'idéalité pure et formelle de piloter et de réguler des processus matériels. Par l'ordinateur, l'intelligible acquiert un pouvoir exécutif. L'art de piloter un vaisseau, de le diriger à l'aide d'un gouvernail, c'est ce que les Grecs appellent cybernétique. Et que Norbert Wiener, son réinventeur moderne, définit comme l'étude des processus de régulation du vivant par l'information. La cybernétique est la science du gouvernement des hommes par la machine. Elle est descriptive et non prescriptive. Elle est la science politique de l'âge technocratique. Elle n'est pas seulement une théorie de l'information, elle est la prise de conscience de la portée politique de l'avènement informatique. La cybernétique est l'accomplissement de la logique totalitaire inhérente au destin de l'Occident, soumis à l'hégémonie du logos, une subordination totale de l'humanité au joug de la raison numérique. L'État ne fut qu'une forme transitoire du gouvernement des cités, structure rationnelle, autonome, indépendante, caractérisée par l'approche statistique des populations et leur régulation par un réseau serré de lois et de normes qui se tiennent en surplomb par rapport à la société. Mais le moment cybernétique que nous vivons est celui de l'immanentisation de cette structure de commandement, des sociétés lesquelles ne sont plus structurées par des institutions, mais par des dispositifs. Ainsi, le démantèlement contemporain de l'État auquel nous assistons n'est pas une libération des sociétés, mais au contraire leur nouvel assujettissement implacable à une logique cybernétique sans recours. Le web est cet espace public institué par la technique informatique, tout comme la technique de l'écriture avait institué l'espace propre de la cité. Il manifeste la puissance de mobilisation totale de l'humanité, immédiatement mise en œuvre par le réseau et la toile dont les fils recouvrent désormais la planète entière. Mobilisation jamais saisie comme telle, puisque silencieuse, insidieuse, et fondée non sur la coercition, mais sur la séduction,
des appareils de connexion, prothèses indispensables sans lesquelles chacun de nous devient dramatiquement injoignable. Ces nouvelles formes d'intercommunication ubiquitaire et instantanée conduisent à redéfinir la socialité comme connectivité qui se déploie dans l'espace institué par le réseau. Espace paradoxalement délocalisé, où les sites ne sont pas situables dans le monde, espace sans corps et sans distance, sans matière, sans étendue, un cyberespace qui dissout ici le temps, libéré de toute alternance du jour et de la nuit. Temps tout à la fois interrompu et réduit à une quasi-instantanéité, mais qui, par le stockage permanent de toutes les données, maintient pour toujours le passé dans le présent. Ce nouvel espace-temps, commun à toute l'humanité, fait d'elle, pour la première fois de son histoire, une unique communauté déterritorialisée, cybercommunauté dont le rassemblement virtuel produit l'atomisation réelle des sociétés, humanité prothétiquement douée de dons télépathiques, mais qui réduit chacun à sa solitude et nous rend seuls ensemble. L'homme s'arrache à ce qui est pour désirer ce qui n'est pas. Il s'établit en un milieu d'irréalité qui sont continuellement produites et maintenues par le langage, qui donne un semblant d'être à ce qui n'est plus et à ce qui n'est pas encore. Et par le mensonge, peut nier ce qui est. La parole est ce moyen de se multiplier dans le néant. Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas? Peu de choses. Et nos esprits, bien inoccupés, languiraient si les fables, les méprises, les abstractions, les croyances et les monstres, les hypothèses et les prétendus problèmes de la métaphysique ne peuplaient d'êtres et d'images sans objet nos profondeurs et nos ténèbres naturelles. Platon a gagné, et ce n'est pas une